Venez, 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 venez. Je ne sais pas quand est-ce que je devais parler, on a répété, j'ai rien écouté, comme d'habitude. Je vous propose qu'on échange sur ces 4 items. Installez-vous et je vais vite vous présenter. Il n'y a pas de placement, hein. Le premier qui trouve une chaise, il va dessus. Dès qu'on éteint la musique, il y en a un qui sort normalement. C'est ça le jeu? Bien, juste un petit mot en préambule. Comme vous pouvez le constater sur scène, on n'a pas tout à fait respecté la parité, alors qu'on a signé une charte. Donc, j'ai plein d'éléments de langage pour vous expliquer pourquoi on n'a pas réussi, etc. Je ne vais pas les utiliser, parce qu'en fait, c'est de ma faute. Donc, je n'ai pas réussi. Je vous présente mes excuses et je vous demande d'être un tout petit peu tolérant sur les réseaux sociaux, parce que ce soir, je vais avoir une discussion animée avec ma fille et son boomer de papa, et je sais que je vais perdre cette discussion. Donc voilà. Maryse, merci beaucoup d'être la seule représentante féminine de ce panel. Vous êtes présidente de la FEI, Fédération des entreprises immobilières, et aussi présidente de Finestet. Jean-Marc Colly, président de l'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier. Évidemment, on va parler des SCPI. Roman Cos, directeur général associé Cardam. On parlera un peu bureau et aussi marché. Antoine Derville, président directeur général de Colliers France. On va parler de tout, les marchés, et je te poserai toutes les questions comme Magali me l'a demandé. Éric Donnet, directeur général Groupama Immobilier. Il faut que tu sois un tout petit peu moins cinglant que la dernière fois parce que j'ai encore des échos là-dessus. Non, je rigole, lâche-toi. Nicolas Joly, directeur général d'ICAD, et puis Christophe Kuhlmann, directeur général de Covivio. On a quand même juste un panel extraordinaire. Excusez-moi, je suis désolé pour la parité, mais le reste du panel est quand même très beau. Maryse, je propose qu'on commence par vous sur l'analyse du nouveau contexte financier. Je ne sais pas si vous avez une boule de cristal, mais dans quel contexte financier se projettent les entreprises immobilières? Est-ce que les taux d'intérêt vont rester durablement élevés? Est-ce qu'aujourd'hui c'est ancré dans les mentalités? Est-ce que tout le monde espère une stabilisation, voire une baisse? Et puis on verra un petit peu qui veut en parler. Maryse d'abord. Dans le micro. Merci Gaël. Vous avez déjà abordé le sujet en réalité tout à l'heure, aussi bien vous-même que les analystes que nous avons entendus de Costard. C'est vrai que cette hausse des taux en 18 mois est inédite par sa rapidité et son ampleur, et elle a des effets vraiment désastreux. Tout d'abord sur la capacité d'investissement des ménages, bien sûr. Leur capacité d'investissement s'est trouvée amputée de l'ordre de 27%. Et à partir de là, en domino, toute la chaîne immobilière en souffre, que ce soit aussi bien au niveau des promoteurs que des brokers, je pense qu'on va nous en parler, des banquiers bien sûr, parce qu'ils ont également besoin de faire de la production de crédit immobilier, des notaires également. Enfin, tous ceux qui sont dans cette chaîne immobilière sont atteints par cette hausse des taux inédite. Alors, c'est directement lié bien sûr aux préoccupations de maîtrise de l'inflation. L'impression générale est que l'inflation commence à ralentir. Elle ralentit d'ailleurs plus vite ailleurs qu'en France, en réalité. Elle a commencé à ralentir assez nettement aux États-Unis. Donc, quand vous disiez palier ou pic, j'aurais beaucoup de mal à dire ce qu'il en est, mais j'ai l'impression que les analystes convergent sur l'idée qu'on est déjà à un palier, que la Banque centrale a fait l'essentiel des hausses qu'elle avait l'intention de faire. Mais comme vous, j'ai du mal à en dire beaucoup plus. Ce qui est sûr, c'est que ça suscite beaucoup de réflexions sur comment faire face à cette hausse des taux. Et ça rappelle des périodes où les taux étaient très élevés et où néanmoins l'immobilier fonctionnait bien. Donc il y a quand même sans doute des manières de traiter le sujet et de s'en accommoder. Mais ça, je pense que c'est la suite du débat. Christophe et Nicolas. Attendez, j'ai 2 micros là. Oui, alors compléter pour ce qui vient d'être dit par Maryse et puis ce qu'on a entendu, je pense qu'il y a quand même plusieurs aspects. Bien sûr, cette remontée des taux, et je pense que le graphe que tu as montré était impressionnant sur la vitesse de cette remontée des taux. Je pense que ça, c'est inédit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les acteurs se posent des questions sur qu'est-ce que ça veut dire demain sur les valeurs immobilières. Elles vont baisser, elles ont commencé à baisser, elles vont sûrement encore continuer à baisser, parce qu'il faut que ça s'adapte à ce nouvel environnement de taux. Mais dans le même temps, et je voudrais quand même dire des éléments un peu positifs aussi, parce que sinon on va être que négatif, si on regarde les cash flows quand même, les cash flows augmentent. Cette inflation, elle est très favorable. La plupart des entreprises
entreprises ont des dettes qui sont aujourd'hui couvertes. Et Covivio, comme d'ailleurs pas mal de ses confrères, a annoncé une hausse de sa guidance de résultats au 30 juin dernier. Donc bien sûr, il y a des éléments défavorables aujourd'hui de cette hausse des taux d'intérêt sur les valeurs. On va voir sur les évolutions de marché aussi, on en reparlera tout à l'heure. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a un élément aujourd'hui favorable, cette inflation là aussi, et sur l'immobilier et sur le long terme. D'ailleurs, ça a été aussi rappelé par un des intervenants qu'on a entendu tout à l'heure, l'inflation c'est favorable à l'immobilier à condition qu'on soit bien sûr sur le bon niveau de valeur d'entrée. Nicolas ? Ouais, merci Gaël. Ouais, je rejoins ce que disait Maryse. Je pense que ce qui est très frappant ici, c'est la brutalité de la remontée des taux. On sort en plus d'une espèce de parenthèse enchantée de 10 ans où l'argent était gratuit en réalité, et d'un coup on bascule dans un monde nouveau. La question pic ou palier, enfin je pense que le resserrement monétaire, tu le disais Maryse, est à peu près atteint en termes de tunnel. La question quand on échange nous avec les investisseurs, c'est plutôt la durée de ce plateau. Pendant combien de temps on va rester sur des taux à ce niveau-là avant que peut-être ils redescendent? Et le corollaire, c'est ensuite, comme le disait Christophe, l'impact sur les valos. C'est aussi pour ça que finalement on est assez challengé là-dessus. Je pense qu'il y a deux choses à retenir, c'est se dire passer ce plateau-là, et on a un peu de temps pour ça, Christophe le disait, quand on a, et chez ICAD c'est aussi le cas, un bilan solide, renforcé, et on a un peu de visibilité sur nos financements sur les années qui viennent, ça laisse le temps de construire les bases de ce qui est l'équation économique demain. Parce qu'en réalité, même si après ce plateau, les taux rebaissent un peu, je pense qu'on ne reviendra pas dans le monde d'hier. Donc on va avoir la nécessité de réécrire cette équation financière demain de nouvelles façons, en tenant compte aussi des modifications d'usage. Donc il y a un challenge de réinvention pour la totalité de l'industrie. Eric, un mot sur pic, palier, peu importe pour Groupama. Je pense que vous avez bien choisi la couleur et le tapis, qui n'était pas un tapis rouge quand on rentre, mais un tapis violet. Il y a deux personnes là dans ce panel où on revient du Japon. Le violet au Japon, c'est la couleur de la guérison mentale. C'est les couleurs de l'empereur. Et c'est comme ça qu'on indique la guérison mentale. D'accord, donc on se soigne ici. On est un peu un panel de médecins ce matin. Mais blague à part, le sujet, je pense qu'on a été, avec cette remontée forte des taux, on a une crise obligataire qui, dans nos institutions, finalement, a précédé la crise immobilière. La crise obligataire dans notre industrie, qu'elle soit bancaire ou assurantielle, on l'a subie fortement en 2022-2023, avec des bilans qui, je le rappelle, ont subi ce shrink, cette diminution de 25 à 30%. Et donc, le monde obligataire, de la gérance obligataire de ces produits est en train de se remettre de ce dispositif. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, bénéficie finalement aux obligations. Les témoignages que vous avez produits en tout début de séquence le démontrent. Avant de repartir, je pense qu'on a tous une problématique bilancielle à résoudre. On a une problématique d'allocation du capital qui mécaniquement s'est retrouvée gonflée artificiellement de 25 à 30% en termes d'allocation qu'il nous faut résoudre avant même de pouvoir établir une forme de plan de rétablissement. Il faut qu'encore aujourd'hui, on ait ce plan et ce diagnostic où dans notre allocation immobilière, pas que bureau, mais aussi dans la diversification des usages, mais aussi géographique, on revoit cette distribution. Et ce shift d'allocation du capital, il va prendre un peu de temps. On ne va pas le faire en un an parce qu'effectivement, il n'y a pas de pression à le faire dans un temps trop rapide. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui crée cette espèce de schizophrénie où le monde ne s'arrête pas, la ville continue de se fabriquer partout dans le monde, mais on a une stratégie d'allocation à revoir vraiment en profondeur. Et là aussi, vous avez mal choisi, c'est pas Big Up qu'on devrait s'appeler, mais c'est Big Down. Big Up, c'était l'année dernière. Cette année, c'est Big Down. C'est moins vendeur. Hein. C'est moins vendeur. Je suis désolé. Mais c'est quand même ce que l'on est en train de traverser, de vivre. Et donc, voilà, avant de dire palier, pic, etc., stratégie d'allocation qui doit fondamentalement être revue chez tous les investisseurs en profondeur et qui va prendre du temps. Très clair. Antoine, un mot sur le contexte financier et puis un mot sur les valeurs aussi. Sur tout ça, l'effet sur les valeurs, évidemment. Christophe disait que les valeurs avaient commencé à baisser, ça c'est clair, et qu'elles allaient continuer. C'est aussi clair aussi. On le voit depuis 18-12 mois, beaucoup d'investisseurs ont tenté de mettre des actifs sur le marché et ils n'ont pas trouvé acquéreur, ou en tout cas ils ont eu des prix
qu'ils n'ont pas accepté il y a un an, qu'ils accepteraient aujourd'hui les bras ouverts, mais malheureusement, les prix ne sont plus là. Donc on est dans une phase difficile où les investisseurs courent un peu après le marché. La preuve en est, les chiffres, là, les derniers chiffres au troisième trimestre viennent de sortir. On est à peu près à 8 milliards en totalité au 3T 2023, contre une année dernière à 25 milliards. Ça veut dire qu'on va faire 10 à 12 milliards cette année. Donc ça veut dire une fois de plus que les chiffres sont imparables. Ça va être encore moins 50. Hein. Donc c'est juste des maths. Quand effectivement les volumes chutent de cette manière-là, ça veut dire que le repricing n'est pas encore là où il faut. On est dans un bête marché de l'offre et de la demande. Et aujourd'hui encore, nombre d'actifs ne trouvent pas preneur. Et il va falloir que ces actifs... ou en tout cas les investisseurs acceptent un repricing plus fort qu'il ne l'est. Ça prend toujours du temps, on le sait, ce qui augure d'une année 2024 assez difficile sûrement en termes de volume aussi. Ça touche toutes les typologies d'actifs, cette baisse des valeurs ? Oui, toutes les typologies d'actifs, absolument. Il y a alors à plus ou moins grandes variations et degrés, mais oui, toutes les typologies d'actifs, les taux d'intérêt sont les mêmes pour tout le monde, hein, donc ça touche tout le monde, ça c'est clair. Jean-Marc, un mot sur les SCPI, parce que ça a été un peu le feuilleton de l'été avec la baisse des prix de départ. Comment s'est vécu ce repricing du côté des sociétés de gestion de portefeuille ? Alors nous, on parle d'immobilier au travers de l'épargne. Hein. Et l'épargne, c'est nécessairement un discours, une relation de confiance avec les épargnants. Et on ne peut pas éternellement leur dire que tout va bien. Que le nuage de Tchernobyl est passé au-dessus de tous les marchés, mais qu'il ne s'est pas posé sur la France ou certaines catégories d'actifs. Ça marche plus, ça ? Ce genre de discours, c'est inadmissible. Enfin, voilà. Mais donc, on est obligé d'avoir un langage de vérité dans un marché qui n'est pas aussi sûr que ça. Parce que ce que dit Antoine, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de marchés, il n'y a pas énormément de références. On voit bien que le signe est moins, mais moins combien ? Et quand on fait de l'épargne, on ne peut pas se contenter de dire c'est moins. Il faut qu'on explique aux gens moins combien. Alors bien sûr, selon les catégories d'actifs, selon le secteur, selon la zone géographique, on a des écarts. Il faut le temps de les mesurer, hein, mais quand on les a mesurés, l'obligation que nous avons, nous, de confiance à l'égard des porteurs, c'est de leur dire voilà à peu près où nous en sommes en termes de valeur de l'actif. Donc on ne peut pas continuer à vous vendre ou à vous faire acheter des parts à un prix trop élevé ou à vous laisser sortir à un prix trop élevé par rapport. Sinon, ça provoquera des mécanismes d'opportunité, des crises de liquidité éventuellement, parce qu'il faudrait être idiot pour ne pas sortir quand les prix sont hauts, pour revenir quand les prix seront plus bas. Voilà. Donc c'est ça, il faut qu'on se dépêche, hein, si tant est qu'on puisse le faire avec suffisamment de certitude dans un marché qui n'est pas aussi lisible que ça, hein, d'ajuster nos valeurs et donc le prix de nos actifs pour être cohérent. Parce que derrière, il y a un autre discours de confiance, celui des porteurs, hein, c'est ce que disait ou Christophe, c'est que les rendements, eux, continuent à se tenir, qu'on arrive à passer nos indexations, pas partout, pas toujours avec la même intensité. Hein, donc la partie revenu, qui est un point important, hein, pour les épargnants, elle n'est pas touchée. Mais comment peut-on avoir un discours de confiance mobilisateur pour une collecte et pour un retour de l'épargne vers ces produits-là si on n'a pas un discours de transparence sur la partie des valeurs ? Donc c'est ça, ce feuilleton qui s'est passé cet été, un peu incité aussi par l'AMF, hein, qui ne s'est pas contenté d'observer les gérants, mais qui leur a dit s'il vous plaît, faites disons qu'il y avait un courrier opportun. Oui, mais non, mais le courrier, on en a trop parlé. En réalité, c'est un travail qu'on a bien entamé avec l'AMF quasiment depuis la fin de l'année dernière. Hein. On attendait des résultats d'expertise à la fin d'année qui étaient peut-être un peu différents de ceux que nous avons les uns et les autres vécus. Voilà, et c'est ce souci-là et cette inquiétude que nous partagions collectivement avec l'AMF et qu'elle a traduit dans ce courrier, pas si combinatoire que ça. Oui, c'est les journalistes, ils défendent toujours. J'en connais quelques-uns. Je voudrais revenir sur la première catégorie d'actifs dont on a beaucoup parlé, le marché des bureaux, avec Roman Coste. Quelle est un petit peu ta perception du marché, ton analyse, et surtout ce que remontent les entreprises, comment évolue la demande ? Est-ce que finalement ce qui se passe aux États-Unis arrive ou est déjà un petit peu en Europe et notamment en France, où il y a encore vraiment des différences ? Qu'est-ce qui se passe sur le marché français ? Alors la financiarisation de l'immobilier, elle est bien réelle. Hein. D'ailleurs, le tour de table, jusqu'à présent, on a bien parlé. Maintenant, il y a effectivement un sous-jacent qu'il ne faut pas oublier. C'est celui qui paye le loyer à la fin du mois, hein, le locataire. Et finalement, cette crise, la crise de l'usage, elle est là, et elle est là depuis un bon moment déjà. On n'a pas attendu la remontée des taux, l'inflation, et ainsi de suite. On a eu finalement un mouvement de pendule qui a commencé à s'opérer avec la crise du Covid. Et puis derrière la sortie de Covid, avec ses corollaires qui étaient le déploiement à haute dose, si je puis dire, du télétravail et de son pendant qui est le flex office.
Et donc là, on est rentré dans une période, je dirais, de début de turbulence, où on a vu des tendances un petit peu de tout poil. Tu parlais des États-Unis, des entreprises qui, d'un côté du spectre, passaient en full remote, full télétravail, Zoom et d'autres. À l'inverse, des grandes maisons, des grandes institutions, le patron de Goldman Sachs, pas de ça chez moi. Voyez, donc ces deux extrêmes. Et puis le phénomène a gagné le monde entier. Et depuis maintenant 2 ans et demi, on a expérimenté, on commence un peu à avoir de recul. Et ce pendule, il se balade et il ne s'est pas encore posé. Et puis parce que dans l'immobilier, on aime bien avoir des recettes toutes faites, un référentiel figé, on s'imagine que la réponse est pareille pour tout le monde. Et en fait, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos clients, ils nous interrogent, alors pas tant sur des schémas directeurs immobiliers où je dois être, ceci, cela, parce que ça, on y a répondu depuis un moment. Centralité, accessibilité, donc ça fige un petit peu les géographies, mais plutôt maintenant sur le besoin quantitatif. De combien de mètres carrés j'ai besoin ? Nombre de clients aujourd'hui sur lesquels on fait des audits et on dit, attendez, je constate un taux d'occupation qui est à 14%, 20%, 25%, et tous ces mètres carrés qui sont vides parce que je n'arrive pas à faire revenir mes gens au bureau, parce qu'ils sont très bien chez eux, ou parce que quand je les interroge, pourquoi tu ne reviens pas ? Parce que finalement, ce que je trouve au bureau ne correspond pas à ce que j'ai besoin. Donc il y a une véritable crise de l'usage qui nous oblige, quelque part, à repenser en termes programmatiques le produit bureau, comme au passage, les autres classes d'actifs l'ont fait précédemment. Le bureau grand enfant gâté de l'immobilier, c'est un petit peu reposé sur ce qu'il était. Et là où la logistique, l'hôtellerie et d'autres classes d'actifs ont opéré leur mue. Donc elle est à venir. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, l'immobilier est une matière du temps long, mais on a la mémoire courte. Et quand j'écoutais les interviews, on voit poindre l'idée de se dire, attendez, j'ai un immobilier... il est mal occupé, je peux l'optimiser, je vais réduire mes coûts. Qui plus est, dans un contexte où les entreprises ont des contraintes en termes d'exploitation, de comptes d'exploitation. Et attention, parce qu'on commence à le voir dans nos projets, attention à ne pas faire les mêmes erreurs que par le passé. Ne pas sous-dimensionner ? Exactement. À l'époque, rappelez-vous, il y avait l'open space. On a vu l'open space... économiquement comme un levier effectivement d'économie. On a commencé à réduire les mètres carrés et ainsi de suite. Aujourd'hui, avec le flex office et avec des taux d'occupation anormalement bas, si on est poussé dans la même tentation de dire je vais faire des économies, je coupe, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va avoir ce problème-là. Et j'en finirai, attention, parce qu'il y a une nouvelle donnée d'entrée, c'est que le marché du travail, cette fois, il n'est plus à notre avantage, nous, entreprises. Et que si effectivement on produit derrière et on conçoit des espaces qui sont entre guillemets un peu repoussoirs, là l'addition elle va être salée parce qu'elle sera non seulement sur les coûts immobiliers, mais sur notre incapacité à retenir et attirer les talents. En attendant que le bureau fasse sa mue, comment ça se traduit en chiffres, en take-up ? Justement, c'est intéressant et pour appuyer ce que dit Roman, aujourd'hui il y a 16% des entreprises en France qui sont en flex office. Ce chiffre, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, il m'a étonné, je me suis dit que 16%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 55% des entreprises qui souhaitent passer en flex office. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour des sociétés comme celle de Roman, comme pour la mienne, parce que ça veut dire que les entreprises ont besoin de conseils pour changer ces locaux, les réaménager. Ça, c'est une bonne chose. Une moins bonne chose, c'est qu'évidemment, ça implique fortement une baisse drastique des mètres carrés, même s'il ne faut pas la pousser trop à l'extrême. Mais ça veut dire qu'entre 20 et 30% des mètres carrés vont effectivement être en moins dans la demande future. Ça veut dire que les 2,3 millions de valeur, 2,3 millions de mètres carrés loués chaque année depuis 10 ans en Ile-de-France, on peut oublier et qu'on va passer sans doute à 1,5 million, 1,7 million. Donc voilà, il faut se projeter dans l'avenir à des chiffres de cette ampleur-là, même si avec 1,5 million ou 1,7 million, certains pays européens nous regarderont encore avec les yeux de l'amour. Mais il faut s'habituer effectivement à ce nouveau calibrage de la demande face à une offre en Ile-de-France qui en plus est pléthorique et la plupart du temps de très mauvaise qualité.
Maryse. Oui, si vous permettez, le principe du débat, c'est qu'on n'est pas nécessairement d'accord sur tout. C'est mieux même. Je suis d'accord avec l'essentiel de ce que Roman a dit, mais néanmoins, dire que le bureau n'a pas encore effectué sa mue, il a peut-être d'autres modifications à connaître, mais véritablement, quelle est la classe d'actifs qui, la première, s'est dit il faut commencer à songer à l'hybride, il faut mettre de l'hospitality dans les bureaux. C'est quand même, on a commencé par le coworking avant de parler de résidences gérées, de co-living. Donc là, je défends mes adhérents parce qu'ils sont tous très attentifs à l'innovation. Ça fait des années que les foncières de bureaux ont innové en matière d'organisation de l'espace, en matière d'environnement également. Les foncières de bureaux sont très en avance par rapport aux autres investisseurs. Pas les assureurs, évidemment, mais par rapport à d'autres investisseurs. Pas du tout. En matière environnementale. Donc, il y a sans doute encore des mues à connaître, mais je trouve que le bureau n'a pas été à la traîne, en tout cas, en la matière par rapport à d'autres classes d'actifs. Mais surtout, le reste, Roman, je suis d'accord avec vous. Bon, qu'en pensent les investisseurs, Christophe ? Beaucoup de choses ont été dites sur le sujet. Je pense que globalement, si on reste sur le secteur du bureau et sur la demande et l'adéquation de l'offre avec la demande, ce qu'on voit vraiment, c'est au-delà de ce qui a été dit, et ça a été quand même dit par Ronan, c'est que la centralité aujourd'hui est un élément clé. Et c'est vrai qu'il y a une suroffre de bureaux en périphérie, évidemment, qui va s'amplifier parce qu'il y a beaucoup de développements qui arrivent, il y a eu des projets qui ont été initiés dans un contexte différent et il y a une demande qui se rationalise. Mais si on regarde sur la centralité, sur les bureaux de centre-ville, pour sortir un peu de la France, Covivio n'est pas présent en France, en Italie, notre taux d'occupation actuel de notre patrimoine de bureau est de 99%. On n'a jamais eu autant. Pourquoi ? Parce qu'on a un patrimoine qui est très centre-ville, sur Milan, où la demande reste très forte. Donc en fait, il y a des marchés de bureaux, il n'y a pas qu'un marché de bureaux. La demande locative en centre-ville est très très forte, c'est aussi bien sûr le cas à Paris, et on le sait tous. Après, il est certain que, et là je reviens à Maryse, merci pour ce que tu as dit, le bureau a beaucoup changé. Aujourd'hui, les services sont clés pour tous les utilisateurs. Hier soir, j'étais encore avec un grand utilisateur pour l'interroger sur ses besoins et sur ce qu'il voulait, ce qu'il recherchait. Clairement aujourd'hui, avoir des services, être bien sûr proche des transports en commun, c'est des choses indispensables pour tous les utilisateurs et c'est ce qu'on est en train de faire dans la plupart de nos produits. Nicolas. Ouais, je souscris complètement. En fait, c'est des conditions nécessaires, la centralité, et c'est pas des conditions suffisantes. C'est-à-dire que la centralité, c'est je me limite à louer des mètres carrés. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse beaucoup plus que ça. En réalité, ces utilisateurs qu'on avait il y a 20 ans, maintenant, c'est des clients. Et il faut les traiter comme tu les traites, Christophe, et comme on les traite. C'est-à-dire il faut amener du service. Ils ont un enjeu qui n'est pas juste un rapport de taille, de dimensionnement. Ils ont un enjeu de rapport au travail qui a changé en réalité. La crise de l'usage, la révolution de l'usage, ce qu'on vit quand on échange avec nos clients, ce n'est pas uniquement le télétravail. C'est qu'est-ce que je viens chercher au travail. Je viens chercher un rapport différent. Ce n'est pas juste les 2 jours que je passe chez moi, les 3 jours que je passe au bureau, qu'est-ce que j'y trouve ? Et là, quand on interroge nos clients, on sent ce besoin de service. Et là, c'est de l'offre sur mesure, parce que c'est adapté à chaque entreprise. Mais on le sent aussi sur la flexibilité, parce que finalement, ces gens sont incapables de se projeter sur un bail 369. C'est quand même 70 ans. Le bail, c'est 1953. Donc, pour adresser les enjeux post-Covid, c'est à nous d'apporter cette réponse de flexibilité, comme tu le fais, Christophe, comme d'autres le font, comme on le fait, nous, avec une filiale de coworking qui va prendre ce 4e étage qu'ils hésitent à prendre quand ils en ont déjà pris 3 pour leur offrir cette flexibilité. Donc c'est quoi ? Ils veulent un abonnement plutôt qu'un engagement long terme ? Ouais, ils veulent un engagement long terme sur un socle qui est certain, mais ils veulent la capacité d'évoluer à la marge sur ces 3, 6, 9 années du bail, et ça, il faut être capable de leur offrir. Et le volet environnemental que Maryse évoquait, il est absolument clé aujourd'hui. Quand nos clients sont des grands institutionnels, ils doivent forcément avoir une stratégie RSE. Ils doivent trouver dans le bailleur du répondant sur ce sujet-là, un partenaire qui se met autour de la table, qui réfléchit avec eux, qui co-investit avec eux et qui les aide à cheminer sur leur trajectoire 1,5 degré, etc. Donc en fait, c'est bien plus que des mètres carrés. C'est un peu ce big bang du bureau qu'il faut qu'on essaye de porter en allant au-delà de ça et en offrant en fait ce que nos clients demandent. Éric, le bureau, c'est l'actif maudit ou de demain ou pas ? En tout cas, c'est plus la martingale.
Donc le propos, je pense que aussi, ça a été souligné par Antoine, on est dans une crise de l'offre, il y a une surabondance d'offres, et donc pour moi la production doit s'arrêter. On doit réhabiliter, restructurer l'existant en priorité, et donc sur le bureau, on a un vrai enjeu de stopper la production neuve, parce que l'absorption nette, même si on peut se réjouir de 1,5 ou 1,7 million de mètres carrés pris à bail, fait qu'en termes d'absorption nette, on n'est pas encore dans une absorption suffisante. Et donc, oui, on a besoin de temps et probablement que ça va durer 3-4 ans. Mais, les bureaux aujourd'hui coûtent trop cher à fabriquer. Le surenchérissement énergétique et les enjeux de décarbonation auxquels on doit faire face font que de toute façon aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir des bilans promoteurs qui tournent. Et on a une illisibilité ou une forme d'aléa sur le taux de sortie qui fait que on n'a plus d'alignement d'intérêt à produire du neuf aujourd'hui, ou en tout cas à le sécuriser suffisamment en amont aussi pour dérisquer ce produit. Et donc, dans notre allocation d'actifs, le bureau, qui représente chez les investisseurs institutionnels entre 50 et 60%, c'est une surallocation qu'on doit diminuer dans les années qui viennent au profit de classes d'actifs alternatives. C'était très bien dit par vos panélistes. Donc ça, c'est aussi notre enjeu en Europe, pas qu'aux US, c'est vrai aussi en Europe. Et présenter à notre gouvernance, à nos comités d'investissement, des dossiers en bureau, c'est quasi impossible. Donc aujourd'hui, le bureau, ça a été dit aussi par Roman et par Nicolas. C'est un actif idiosyncratique. Chaque actif est vraiment différent dans sa faisalité et dans ses qualités. Et de la même façon qu'on a mis de l'hospitality dans les bureaux, dans l'hôtellerie, Christophe le fait avec Covivio Hotels. Enfin, il y a des palaces, il y a des hôtels 5 étoiles, des hôtels 4 étoiles et il y a du mass market. On a la Formule 1 du bureau et on a le luxe dans le bureau aussi. Les gens qui sont prêts après à payer 1 000 € du mètre carré dans Paris, ils ne recherchent pas que la centralité, ils cherchent des immeubles de bureaux de luxe. Et c'est ce qu'il faut savoir fabriquer aussi. Et notre industrie, même si elle a fait une partie de sa mue, elle n'a pas fait en totalité, on s'améliore beaucoup dans la fabrication de ces produits, pas simplement dans leur technicité, mais aussi dans la qualité que l'on met dans l'efficience de ces produits et dans leur caractère luxueux ou pas, il faut le revendiquer. On a beaucoup plus aujourd'hui de facilité à louer des immeubles luxueux à 1 000 € le mètre carré dans Paris qu'à louer des immeubles à rue Malmaison à 150 € du mètre. Voilà, c'est un rapport de 1 à 7, mais il y a 30% de taux de vacances à Rueil et 2% de taux de vacances à Paris. Donc on voit bien que l'adéquation du produit, c'est aussi une stratégie pas que de la demande, mais aussi d'une bonne adéquation de l'offre à cette demande. Antoine, tu voulais réagir, je te vois trépigner. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Effectivement, aujourd'hui, on a une hiérarchie des valeurs qui n'est plus celle qu'on a connue il y a quelques années. Effectivement, les utilisateurs se battent pour trouver des immeubles à 1 000 € du mètre carré à l'Étoile. On a loué récemment un siège social à une entreprise à la Grande Armée, en bas de la Grande Armée, Porte-Maillot, à 850. Et effectivement, Ah, j'ai perdu le micro là. Là, je vais donner des valeurs, donc je suis censuré, non, c'est ça? Donc, ben oui, mais... ah ben on essaie de contrôler quand même. Vous faites 2 stations de métro et là, vous louez à Bip, à la Défense, à des valeurs que personne n'ose avouer aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette différence et cette hiérarchie de valeurs qui n'existe plus, elle est énorme et elle concrétise le fait qu'il y a une inadéquation très très forte entre l'offre et la demande, avec la difficulté qu'effectivement... l'obsolescence des immeubles, le côté green, effectivement, vert, qu'on doit inclure maintenant, plus l'appréhension du télétravail très différente d'une entreprise à l'autre, on le voit bien, de 1 journée à 3 journées, fait que on a un peu perdu des repères très classiques qui étaient un peu la martingale qu'évoquait Eric sur le bureau et qui se faisait relativement facilement. Alors vous rajoutez à ça... je ne voudrais pas faire de la peine non plus, mais toutes les difficultés administratives qui s'ajoutent à la transformation. On ne va pas se refaire le PLU climatique, là. Non, mais malheureusement, on ne peut pas l'oublier, quoi. D'accord, très clair. Je vous propose qu'on avance un tout petit peu dans notre discussion et qu'on voit le dernier item avec qui on avait parlé
dans le cadre de nos analyses, qui était sur l'allocation d'actifs. Et donc avec une question assez simple finalement, est-ce que l'immobilier reste une classe d'actifs attractive pour les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou privés? Je voudrais qu'on le regarde par deux prismes. Le prisme des foncières cotées, l'évolution des cours tend à nous dire qu'on est plutôt dans le creux de la vague, pour être poli, à la cave, pour être un peu plus trivial. Est-ce que ça traduit finalement, Nicolas, Maryse ou Christophe, un désamour des investisseurs pour l'immobilier? J'ai commencé puisque voilà, mais voilà, non, en fait, non, mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est, tu as résumé la situation, les cours sont très bas et bien sûr, c'est des éléments d'explication qu'on doit donner aussi à nos investisseurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a tout ce qu'on s'est dit sur où vont les valeurs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et l'incertitude, c'est jamais bon pour la bourse. C'est un sujet qui est clairement qui pèse énormément. Deuxièmement, on l'a dit un peu, mais c'est vrai que les volumes d'investissement sont aujourd'hui très faibles. Quand vous voulez vendre un actif, quand vous avez un actif qui est liquide, qui est coté tous les matins en bourse, et quand vous voulez vendre un immeuble sur lequel vous faites un appel d'offres, ça dure 6 mois et à la fin vous le retirez, bah, vous préférez vendre ce qui est liquide. Et ça pèse bien sûr fortement sur les cours de bourse des foncières cotées qui ont cet avantage incroyable par rapport à toutes les autres classes d'actifs immobilières d'être liquides tous les jours. Donc c'est vrai que c'est un élément particulier qui a pesé beaucoup sur ces derniers mois sur le cours des foncières. On peut espérer, et ça on verra pour l'avenir, c'est que dès qu'il y aura un petit rayon de soleil, les cours remonteront. Nicolas, Maryse. Oui, peut-être pour compléter. Effectivement, là on est vraiment au creux de la vague. C'est le sas de décompression. Clairement, tout le monde se pose des questions. Là, j'étais pas en Asie, mais c'était à New York. À New York, on interroge les investisseurs. Le maître mot, c'est emotional. Il y a des réactions qui ne sont pas forcément rationnelles à tout ça, parce que les gens ne savent pas se positionner. Et par ailleurs, avec le coût de l'argent, certains se retrouvent suralloués en immobilier. Les généralistes sont sortis, honnêtement, et les spécialistes réduisent leur allocation. Donc on est dans cette phase un petit peu critique, où les gens sont attentistes, ils attendaient le resserrement monétaire, maintenant ils attendent la durée du plateau et l'impact sur les valos, on en a parlé. Je pense qu'ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin de visibilité sur la nouvelle équation financière qu'on sera en mesure de donner, nous, quand on aura nos enjeux de refinancement à 2 ans, etc. Donc, ils vont attendre combien de temps? Ils ont plongé à 20 mètres, ils ont un petit palier d'un quart d'heure, ou ils ont plongé sur le Titanic et ils doivent rester 3 jours? Il faut leur redemander, mais je crois que quand on remonte en plongée, il faut quelques paliers, donc ça prend un peu de temps. Hein, attention à la décompression. Tout à fait. Mais pendant ce temps-là, nous, ce qu'on fait là, c'est qu'on continue. Donc c'est keep calm and carry on, je pense vraiment, continuer à bosser, montrer qu'on est capable aussi de faire notre évolution sur un produit qui était un produit phare que les gens voyaient de manière très financière. Le bureau, clairement, encore un avenir. Donc il faut continuer à miser dessus, il faut continuer à le faire transformer pour que demain, il retrouve un peu les couleurs et l'appétit des investisseurs. Maryse. Il faut juste rappeler que les cours de bourse ont beaucoup baissé, de l'ordre de 50 à même 70% pour certaines foncières, mais que les valeurs au sens de l'ANR et PRA, c'est relativement maintenu. Alors, il est vrai que les ajustements n'ont pas tous été faits par les expertises de juin, et peut-être y aura-t-il des ajustements en fin d'année, mais néanmoins, ces ajustements ne seront pas à la mesure de la décote par rapport à l'ANR que représentent les cours de bourse aujourd'hui. Et donc, il y a eu un démarrage par les foncières de commerce, il y a 3 ans, 3-4 ans, et comme ce sont les plus grosses foncières cotées, elles ont tiré tout le secteur vers le bas. Et c'est vrai qu'on descend beaucoup plus vite qu'on ne remonte. Mais vous observerez que les foncières de commerce sont en train de remonter. Donc elles ont déjà entamé le premier palier et on peut espérer que derrière, le reste du secteur va suivre et que surtout, à un moment, les analystes le voient déjà, mais en tout cas les investisseurs se diront cette décote n'est pas nécessairement justifiée dès lors que les flux de loyers sont toujours là, que c'est à la limite juste un effet arithmétique du taux de capitalisation par référence au taux d'intérêt et que lorsque les taux d'intérêt vont commencer à plafonner, le taux de capitalisation va s'ajuster et effectivement les valeurs vont remonter. En tout état de cause, la décote actuelle n'est pas justifiée, même en anticipant des baisses de valeur à la fin de l'année. Peut-être, pardon, mais juste pour rebondir sur ce que tu dis, ce que je trouve intéressant sur l'usage, c'est que le commerce a fait sa mue. Moi, pour l'avoir traversé pendant 15 ans, quand je discute avec des investisseurs aujourd'hui, je leur dis, mais attendez, notre télétravail aujourd'hui, c'était mon e-commerce il y a 10 ans.
Et les investisseurs US réagissent de la même façon. À l'époque, ils me sortaient un téléphone en me disant voilà, on fera tous nos courses comme ça. Les gens qui ne connaissaient pas Besançon, par exemple, la manière dont ça se passe là-bas, et la manière dont le commerce physique fonctionne et continue de fonctionner. Et aujourd'hui, quand on voit New York ou San Francisco, l'impact du secteur bureau, de ces bureaux qui se vident, qui sont des images très fortes, hein. On a des baux de 100 000 m² qui sortent, etc. On peut faire des raccourcis sur ce qu'est le bureau chez nous aujourd'hui. Je crois qu'ils sont en train d'en revenir. Mais une fois qu'on aura fait cette révolution d'usage aussi, je pense que ça pourra redonner de la visibilité et du confort aux investisseurs. Jean-Marc, même question sur l'attractivité et sur la crise de confiance des SCPI. Tu as déjà un petit peu répondu. Est-ce qu'il y a aujourd'hui le spectre de la décollect après des années qui ont été incroyables? Alors nous sommes l'ANR des foncières en réalité. Surveillez nos cours, vous verrez les leurs. Non, donc, oui, au-delà de l'ajustement des valeurs, je crois que premier point, l'immobilier dans l'épargne des ménages a acquis, avec le private equity d'ailleurs, cette classe de gestion alternative, une place désormais incontournable dans l'allocation d'actifs des particuliers. On fera de l'obligataire, bien sûr, on fera de l'action, pourquoi pas, et surtout des côtés d'ailleurs, mais au milieu, il y a une poche qui invariablement restera affectée à des actifs réels immobiliers. Alors, on n'a pas la prétention de prendre 80% du marché, hein, mais si on continuait à avoir une vingtaine de pourcents, et dans des produits qui demain seront essentiels, comme l'épargne de retraite et l'épargne salariale, ce sera juste parfait. Donc c'est ça l'objectif du produit, donc avoir une valeur transparente, des revenus sur lesquels on va travailler exactement comme vous le faisiez, comme vous le faites, pardon, pour essayer de les améliorer, de les conforter, de couvrir. C'est ça le travail des fonds. Alors la différence par rapport à ce qui a été des années de produits de fonds non cotés, c'est qu'avant le fonds non coté il était assez monolithique, hein. 70% de bureaux, les jours de fête on mettait un peu de commerce, et quand on se coupait le doigt, on mettait un peu on ne mettait pas de la justice, on disait de l'entrepôt à l'époque. Hein, voilà. Et puis tout ça a bougé, hein. On a vu des produits et des allocations d'actifs qui ont changé. Et aujourd'hui, des fonds avec 50-60% de bureaux, ça ne choque plus personne. Hein, il y a d'autres actifs à l'intérieur. Puis on voit aussi des fonds spécialisés. Il faut spécialiser sur des domaines, voilà, les fonds de résidence gérés, la santé, l'hôtellerie, la logistique. Et là où un acteur va se spécialiser sur son marché, proposer un fonds sur ce marché qui va permettre à un investisseur d'avoir une allocation d'actifs. Je suis très bureau, ou je veux un peu de bureau, je serai un foncier bureau. Mais à côté, je veux regarder où je suis convaincu de la qualité des résidences gérées ou de la logistique. C'est ça aussi ce qui est en train de changer, c'est la possibilité de faire une allocation d'actifs au sein de ces fonds non cotés pour pouvoir adapter au mieux, mais individuellement, son choix. Alors, après, ça va encore bouger, hein, puisqu'aujourd'hui, vous ne le connaissez pas sur le marché coté, mais en France, les Français achètent des produits français, les Allemands achètent des produits allemands. Ça, c'est la situation aujourd'hui. À partir de janvier 2024, c'est fini. N'importe qui pourra vendre à n'importe quel particulier des fonds dans toute l'Europe. Donc, pour peu qu'on vienne s'implanter en Europe, mais les Américains le feront, mais vous pourrez acheter n'importe quel produit. Comment? Je crois. Bien sûr. Ah bon. N'importe quel produit. Mais c'est bien, c'est sain comme voilà. Et il va falloir que nous. Je ne vais pas dire le contraire. Hein. Non, non. Et il va falloir que voilà, justement, on s'arme pour résister, même pour devenir conquérant, parce que l'idée de la gestion française, c'est pas de rester replié sur soi et de lutter ou d'essayer de lutter contre ceux qui vont venir. Non, c'est d'aller à l'extérieur pour essayer de promouvoir nos gestions et de se battre pour. Donc ça aussi, c'est le nouveau challenge des fonds non cotés, au-delà de la spécialisation, au-delà des voilà, c'est ce passage à l'extérieur. Et puis il y en a un dont on parle peu, mais je comprends d'ailleurs pourquoi, c'est la transition écologique. Vous noterez que pas un seul d'entre nous n'a dit que le fait d'avoir un niveau vert l'avait protégé d'une décote des valeurs. Donc, je n'ai pas posé la question clairement. Non, mais j'ai compris que tu ne voulais pas la poser, mais c'est normal. Mais il est très difficile aujourd'hui, on pourra poser la question aux experts, d'affecter une valeur à un immeuble vert. On ne sait jamais s'il est mieux valorisé parce qu'il est neuf ou parce que tout en étant neuf, il est donc plus efficace énergétiquement, mais ça va devenir de plus en plus important. Alors, voilà, c'est un peu quand même la petite remarque que je ferai sur cette crise, sur cet ajustement des valeurs. L'ISR, c'est mal payé. Voilà, donc il faudra que ça le devienne, parce que c'est des investissements lourds et importants, et qu'on a l'intention de les faire, non pas parce que ça nous fera, mais parce qu'on a le devoir humain de le faire pour sauver notre planète. Il faudrait juste que ça se rééquilibre un peu dans la vie de valeur de chacun. Bon, ok, j'ai compris, on fera un débat là-dessus. On a eu le business plan de la SPIM, là. Je voudrais avoir un peu le business plan des investisseurs, commencer peut-être par Covivio. Dans ce contexte, finalement, comment on adapte sa stratégie, voir son modèle économique. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, on stay calm, mais c'est quoi l'expression? Calme, c'est une carriole. Ok. On avance.
Alors, bon, c'est Covivio, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on a considéré qu'avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, il se passait un truc. Donc c'était il y a 1 an et demi, et à ce moment-là, on a décidé simplement de se dire on ne comprend rien, on va arrêter les investissements. C'est la première décision qu'on a prise, c'était juste mars 22, se dire ok, il se passe un truc là, on ne sait pas les conséquences que tout ça va avoir sur l'ensemble de nos activités. Donc voilà. Et après, très vite, on s'est rendu compte que ça allait avoir des conséquences assez fortes, et la remontée des taux s'est enclenchée, et il a fallu adapter les choses. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'assez vite, et on l'a annoncé l'année dernière déjà, on a dessiné un plan d'adaptation de la société à ce nouvel environnement qui passait par essentiellement la protection du bilan, puisque dans ces moments-là, bien sûr, le plus important, c'est de protéger le bilan. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Déjà, on a poursuivi les cessions. On a indiqué un plan de cession d'1,5 milliard d'ici fin 2024, sur lequel on est bien avancé. Mais c'est pas nouveau pour nous. On a toujours fait de la rotation d'actifs. Simplement, on a indiqué qu'on allait le poursuivre dans ce contexte-là. Par contre, on a arrêté les investissements. Et puis, on a cherché à réduire les capex. Je crois qu'Éric l'a très bien dit tout à l'heure, il faut limiter aujourd'hui les investissements dans un certain nombre de secteurs parce qu'il y a trop de bureaux aujourd'hui. Donc on va continuer à en faire, notamment dans les centres-villes, clairement, où la demande est là, où on peut supporter, je dirais, les coûts de construction, les coûts de développement. Donc par contre, on a vraiment recentré nos capex. Et puis enfin, on a décidé de renforcer nos fonds propres, puisqu'on a proposé cette année à nos actionnaires qui l'ont largement suivi, à près de 80%, le paiement de nos dividendes en actions. Voilà, c'est ce qu'on a déjà fait. Et la question, bien sûr, c'est de poursuivre dans l'environnement qu'on connaît bien aujourd'hui. Éric, comment tu as fait évoluer la stratégie de Groupama Immobilier avec ce contexte? Nous, on est encore dans un contexte où ça a été mentionné par Jean-Marc, où pour les assureurs, l'essentiel de nos encours résulte quand même des fonds en euros. Les fonds en euros, ces dernières années, avaient un rendement plutôt faible, de l'ordre de 1,6% dans l'ensemble des capitaux qui étaient rémunérés auprès de nos assurés. Donc on est toujours, qu'on soit investisseur, banquier ou autre, en train de finalement investir pour le compte d'autrui. Donc nous, c'est nos assurés. Aujourd'hui, nos assurés, avec cette remontée des taux, ils ont des attentes de rendement qui sont clairement révisées en hausse. Et l'immobilier ne répond pas à cette équation. On n'est pas en capacité de générer des rendements courants suffisants sur l'immobilier. Il y a des classes d'actifs alternatives et notamment obligataires qui sont bien mieux positionnés que nous. Donc on a mathématiquement une exposition immobilière qui pour nous a dépassé les 10% de par le choc obligataire que je mentionnais tout à l'heure. Il nous faut réduire notre taille de bilan aussi sur la partie immobilière. Ça se fait en faveur des obligations qui proposent notamment sur le corporate, mais aussi les emprunts d'État, des rendements bien supérieurs à ceux de l'immobilier. Et on a une appréhension qui est celle potentiellement de gérer des gros flux de décollecte. Les ajustements de valeur qu'on a pu voir sur la pierre papier ou qui s'ajustent aussi sur les foncières cotées, Christophe le rappelait, par rapport à finalement des recherches de liquidité, ça résulte d'un effet d'épargne où les Français, avant d'avoir une baisse de leur pouvoir d'achat, simplement, ils épargnent moins. On a un taux d'épargne qui, en France, a chuté drastiquement au cours des 3 dernières années. Et donc, ils épargnent moins. Ils vont même rechercher dans leur Madeleine une forme de confort de vie parce qu'ils ont besoin, pour alimenter leur pouvoir d'achat, d'aller chercher dans leur Madeleine. Et donc, ce à quoi on assiste depuis 12 mois, c'est une décollecte qui est assez impressionnante, voire même en juillet et en août de cette année, spectaculaire. Je rappelle que pour les contrats d'assurance vie, c'est la plus grosse décollecte depuis 40 ans. Donc c'est un flux très important, c'est 2 milliards d'euros en un seul mois. Et bien évidemment, ça crée des remous et des ajustements où paradoxalement, on demande à l'immobilier, dans ce contexte de marché, de redevenir liquide. Donc c'est quand même... Une mission impossible. C'est quand même une mission un peu schizophrène. Et donc pour redevenir liquide, soit on sort des produits complètement liquides, ce que Christophe a mentionné, donc des foncières, parce que c'est effectivement les premières lignes qu'on peut arbitrer, quand bien même il faut le faire en se faisant mal, ou on le fait sur des produits en assurant la liquidité entre guillemets immobilière pour nos assurés, sur des OPCI, sur des SCPI, mais cette liquidité, on la porte, elle a un coût, et on ne peut pas opérer cette liquidité en se disant qu'on va le faire à un pic de valeur. Et donc l'assureur, il est là pour assurer la liquidité à des valeurs de marché. Et donc tant qu'on n'a pas aussi ce repricing, on ne va pas faire du portage ou assurer une liquidité pour des assurés qui appréhendent
un cycle baissier de valeur de façon trop forte, où on a un sujet de market timing. Un mot sur les clients, investisseurs, utilisateurs, Antoine et Roman. Un mot sur les clients, c'est-à-dire... Comment ils évoluent? Est-ce que leur stratégie bouge? Que donnent les signes de marché? Évidemment que leur stratégie bouge en fonction un peu de tout ce que l'on a évoqué ce matin. Hein, et je pense que c'est ça aussi qui nous rend, nous, en tout cas optimistes, parce que chez Colliers, on a un fort ADN du côté des utilisateurs. Et on le voit bien, je vous le disais, 16% sont en flex office, 55% ont envie de le devenir. Donc nous, on a toute une partie, effectivement, conseil pur, conseil en stratégie immobilière, conseil en schéma directeur immobilier. On conseille aussi beaucoup l'État auprès de l'UGAP et de la DIE. Donc ça, c'est des clients... anti-crise qui sont formidables. Hein. Je vous conseille ça. Vous allez voir un client de l'administration, il ne vous parle jamais de crise immobilière, hein, tout va bien, et au contraire, il vous dit qu'il a des budgets et qu'il faut qu'il les dépense. Donc ça, vous ressortez là, vous avez une banne formidable. Après, vous allez voir nos amis investisseurs, et puis là, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, mais bon, c'est comme ça. Mais du coup, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et sur les réaménagements, nous, on a une centaine de personnes qui vont faire cette année 100 millions d'euros de travaux chez les utilisateurs, en contractant général ou en AMO. Donc ça, c'est une partie forte du business, et on voit bien que les utilisateurs s'adaptent. Sur la partie de transaction, évidemment, il y a quand même, hein, je vous donnais les chiffres tout à l'heure, plus de 5% de chute. La chance qu'on a, c'est qu'effectivement, avec Ludovic Delesse, on a remonté des équipes de transactions qui sont encore assez réduites en nombre. On a recruté des gens plutôt seniors et qui font du business assez vite, mais on n'a pas des équipes pléthoriques qui souffrent trop de cette baisse drastique. Mais il ne faudra pas non plus que ça dure des années et des années quand même. Très clair. Roman, sur l'évolution de la demande et l'évolution des utilisateurs, la demande des utilisateurs. Oui, si on revient, il est clair que les utilisateurs sont dans une dynamique de réduction de leur empreinte immobilière. C'est clair. Ça a un impact. Ça a un impact effectivement sur les stocks. Donc il est effectivement important de se poser la question de ne pas en rajouter avec une surproduction, et de se poser la question de se dire mais qu'est-ce qu'on fait finalement du stock qu'on a? D'autant qu'il y a une partie du stock, tout le monde en veut, et il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis il y a le reste. Donc ça pose effectivement la question de finalement, oui, quel est le produit, le bon produit au bon endroit, et quelle est la valeur ajoutée du produit. Et en fait, derrière mon propos de tout à l'heure, c'était vraiment le questionnement autour. Le bureau fait face à un vrai changement de paradigme en tant que classe d'actifs. On passe d'une logique de stock à une logique de flux. Dans les bureaux, le flex office, on gère des flux. On ne gère plus des mètres carrés, des stocks. Un collaborateur, un poste de travail, X mètres carrés. Bon. Donc ça veut dire qu'il va falloir adapter nos bâtiments, comme on a adapté les plateformes logistiques ou les entrepôts à l'époque, à cette gestion des flux. Premier point. Et là, tout ce qui tourne autour effectivement de la mesure, de l'analyse de la data, du smart building, du smart office, commence à faire écho, comme il l'a fait dans un certain nombre d'autres industries avant l'immobilier. Et enfin, deuxième sujet sur les services. Oui, bien sûr, on a fait beaucoup de choses dans le bureau au niveau des services. Mais rappelez-vous la petite musique. Je veux être au bureau comme à la maison. Mais quand je passe mon temps à la maison, quand je viens au bureau, ce n'est pas pour retrouver ce que j'ai déjà mieux à la maison. Donc ça veut dire que je viens chercher autre chose. Et ce autre chose, c'est effectivement le travail collaboratif, travailler avec les autres. Ça veut dire aussi, pour ça, avoir des équipements qui sont adaptés à ça, et surtout quand on travaille de façon synchronisée avec des extérieurs. Mais c'est par ailleurs aussi l'ouverture de l'immeuble extérieur. Parce que le problème, c'est l'adéquation entre la ressource et le besoin. Les entreprises, pic de charge en début de semaine, plus personne en fin de semaine. C'est plus calme le vendredi, oui. Et mon voisin fait pareil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de mutualisation de la ressource, le bureau, l'entreprise va devoir s'ouvrir à l'extérieur. Alors oui, il y a des formules de buffer avec des cowork qui sont partagés dans des immeubles, mais on reste dans un entre-soi, si je puis dire. L'immeuble de bureau va devoir s'ouvrir aussi à son quartier. Et d'ailleurs, merci, on est reçu aujourd'hui, ce qui permet de faire un meilleur usage de cette infrastructure fort coûteuse et précieuse. Donc, cette économie du partage, le bureau va devoir aussi l'opérer, la vivre, ça fait partie de cette mutation. Les immeubles
probablement seront de plus en plus ERP, et ainsi de suite. Donc, en termes programmatiques, il va falloir aussi repenser non seulement le produit de façon intrinsèque, mais toute l'offre de services qui va autour. Maryse, un mot, il faut que j'accélère parce que j'ai un quart d'heure à rattraper et je vois que le chrono il descend, donc je vais chanter mes 25 prochaines questions. J'embrayerai directement avec ce que vient de dire Roman, justement, c'est que effectivement, il y a deux réponses aux gens, à la situation que nous connaissons aujourd'hui, où alors on a deux types de partenaires américains. Il y a ceux qui disent keep calm and go forward, et puis il y en a d'autres qui disent keep alive and move. Et donc, mes partenaires, ils sont plutôt dans ce registre-là. Et je pense qu'effectivement, quand on bouge, eh bien, à ce moment-là, on se rend compte que le ça va être le maître mot de l'ère immobilière dans laquelle nous entrons. Ce n'est pas pour rien qu'on est chez CoStar aujourd'hui, je suppose. Et effectivement, tout ce qui est va beaucoup se développer. Donc, en ce qui me concerne, et là, je parle en tant qu'investisseur, moi, j'ai choisi le co-living. Et l'avantage du co-living, c'est qu'il donne une réponse à l'obsolescence des bureaux, dès lors qu'ils ont leur mobilité, évidemment. Leur mobilité au sens un accès au transport public immédiat. Et à ce moment-là, la transformation des bureaux en quelque chose, c'est véritablement, je trouve, un enjeu qui mérite qu'on y passe du temps. Ça me donne une très bonne transition pour terminer cette table ronde. Living, Covivio, Colliers. Ah bah c'est très bien, il y en a deux qui sont bien placés. Qui n'est pas C'est très bien. En un mot, actif ou marché de demain en croissance, vous pariez sur lequel, si vous deviez parier que sur un seul? Tiens, on commence par toi, Antoine. J'ai du mal à mettre tous mes pions sur le même tapis parce que je pense après, une fois, ce n'est pas tellement une allocation d'actifs pour moi. C'est le bon actif au bon endroit. C'est un peu suranné peut-être, hein, location, mais ça reste quand même la base de ce métier. Donc il y aura du très bon bureau à faire à des très bons endroits, il y aura de très bonne logistique, du très bon colis à faire, mais il faudra le faire au bon endroit et de la meilleure façon qui soit. Christophe, actif ou marché en croissance de demain? Le marché en croissance pour Covivio, c'est clairement l'hôtellerie. Hein. C'est un secteur sur lequel on investit depuis 15 ans, alors qui a vécu des cycles. C'est pour ça que quand on parle du bureau aujourd'hui, rappelons-nous ce qu'on disait de l'hôtellerie il y a 3 ans, qui avec le Covid, plus personne n'en voulait, etc. Aujourd'hui, ça revient de façon très forte. Il y a clairement une demande extraordinairement qui progresse, notamment dans les grandes métropoles, avec des chiffres par rapport à 2019 qui sont en très forte croissance. Hein. Juste sur le patrimoine de Covivio Hôtel, sur Paris, par exemple, on est à près de plus 50% de RevPAR sur 2023 par rapport à 2019 sur l'été. Donc, en fait, des chiffres qui sont extrêmement importants. Donc, c'est un secteur sur lequel nous, en tout cas, on veut augmenter notre part d'allocation à terme. Jean-Marc. Alors, en un mot. Colis. Ah bah oui. Mais oui, la SCPI Colis. Comme lui. Diantre. Non, plus sérieusement, oui. Nous, ce qu'on constate quand même en matière immobilière, c'est qu'on a du succès ou de la performance en immobilier quand on rend un service à la société. Et que donc les stratégies d'investissement qui aujourd'hui doivent être, à mon avis, privilégiées, c'est celles qui rendent ce service. Alors, c'est vrai sur la santé, c'est vrai sur la logistique, c'est vrai sur la vieillesse, mais il y en a un dont j'aimerais particulièrement, c'est le logement. C'est une catastrophe en France. Non pas du fait des acteurs, hein, mais du fait de la manière dont on en a besoin et personne ne fait rien ou rien de sensé pour le faire. Et il faut absolument qu'on arrive à drainer de l'épargne privée, parce que l'épargne publique ne sera pas suffisante, même si tous les investisseurs institutionnels y vont franchement. Il faut qu'on arrive à drainer de l'épargne privée vers ces stratégies de logement, qui est diverse. Hein. Il y a le logement classique, mais il y a aussi le co-living, enfin tous ces aspects-là. Donc je pense que si on veut se fixer pour 1 ou 2 ans à venir, hein, il faudrait que les pouvoirs publics nous aident aussi dans ce domaine-là. On veut plus de mesures temporaires, on veut plus de trucs qui conduisent à une inflation des prix ou une augmentation des loyers. Non, quelque chose de raisonnable qui s'installe dans le temps et qui nous permettrait d'investir sur cette classe d'actifs. La deuxième, c'est juste pour la rigolade, c'est l'agriculture. Alors, c'est pas le cannabis, hein, rassure-toi. C'est pas ce que je préfère. Mais... Écoute, Xavier. non, mais ça fait partie aussi des richesses nationales que nous avons. On vit dans ce domaine-là une transition générationnelle, une transition écologique aussi, puisqu'il faut exploiter. Et il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Hein. Alors, on voit quand même quelques acteurs étrangers, d'ailleurs, qui commencent à acheter des terres. Et je trouverais ça assez sympa de voir des fonds qui pourraient, autour de ça. Alors, bien sûr, ce n'est pas la même stratégie de rendement, ce n'est pas exactement la même chose, mais je pense qu'il y a des secteurs sur lesquels on pourrait aussi trouver de nouvelles idées d'investissement. Et pourquoi pas celle-là. Donc, logement et agriculture.
Nicolas, sans dévoiler le futur plan stratégique d'ICAD que tu présenteras fin d'année ou début d'année prochaine, avec mais Businessimo, c'est ça. mais quelques indices, je suis preneur. Non, plus sérieusement, au-delà du produit, la question c'est le besoin. Je rejoins complètement Jean-Marc. Ça marche si vous répondez à un besoin de la société. Et le bureau, il ne faut pas enterrer le bureau, il répondra à ce besoin-là. Le logement, je pense que c'est l'exemple paroxystique. Ce qu'on vit côté ICAD aussi en termes de besoins, qu'on sent sur nos parcs d'activités, c'est des choses sur la transition numérique. On le voit avec des implantations de data centers qui sont assez significatives sur nos parcs d'activités. Maryse, tu parlais des résidences gérées aussi, on le voit dans nos programmes multi-produits. Il y a un besoin sur les résidences étudiantes qui vient justement répondre à ce besoin-là, avec des investisseurs en plus qui remplacent cette brique aujourd'hui d'investisseurs en bloc qui ne sont plus là. Donc voilà, quand on répond à un besoin de la société qui est fort, je pense que c'est là qu'on a notre rôle à jouer, avec un besoin en transverse dans tout ça, c'est la transformation écologique. Parce que toutes ces classes d'actifs l'embarquent et on a, je pense, une responsabilité là-dedans, avec la difficulté de plaquer ça sur une équation financière qui fonctionne. Voilà. Roman, Eric, en quelques mots, parce que j'ai une vision sur les coulisses et ils me regardent et je commence à flipper là. Bon, moi, c'est un triptyque, hein, c'est le bois, le low-tech, le luxe. Voilà, ça c'est très clair. Roman. Au Japon, c'est le violet. En Chine, crise égale opportunité. Considérant nos métiers, on va là où sont les problèmes de nos clients. Les problèmes, on l'a dit ce matin, ils sont beaucoup dans le bureau. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Donc, c'est là-dessus qu'on va s'attacher à essayer d'apporter un bout de la réponse. Bon, super. Merci beaucoup, en tout cas. On peut les applaudir. Vous restez encore 30 secondes. Et vous sortez vos téléphones, vous sortez tous vos téléphones parce que je vais vous poser quelques petites questions. Alors, il faut aller sur Imagina. Alors sortez vos téléphones, vous n'avez pas de portable. Je ne crois pas. Alors, on appuie sur Big Panel, c'est ça? Non, on n'habite pas sur Big Panel. On est sur Interaction. Ah purée, il ne faut pas vieillir. Hein. Alors, tu n'as pas créé ton compte? Ah, je ne crois pas. Bon, vous allez sur Interaction. Vous allez sur BitPanel. Et je vous pose la première question. Les taux d'intérêt vont-ils rester durablement élevés? Oui, non, ne se prononce pas. Rassurez-vous, tout est anonyme, vous pouvez vous lâcher. Hein. Il n'y a pas de sujet. Et ces résultats, on va les commenter après la pause café, donc pas tout de suite, avec Stéphanie Galliègue. Vous me dites si vous avez appuyé. On y va? Allez, deuxième question. Souhaitez-vous que les taux d'intérêt restent durablement élevés? Oui, non, ne se prononce pas. Et jamais. Je continue ma troisième question. Pensez-vous que les valeurs vont baisser dans les 12 prochains mois? Oui, non, ne se prononce pas. À la quatrième question, si vous avez répondu non ou ne se prononce pas, vous êtes exempté. Pensez-vous que la baisse moyenne des valeurs dans les 12 prochains mois sera inférieure à 10%, entre moins 10 et moins 20, supérieure à moins 20%? Je repose. Hop, j'avance sur ma cinquième question. Pensez-vous que le marché de bureaux est structurellement ou conjoncturellement en crise? A, structurellement. B, conjoncturellement. C, les deux. On ne sait jamais. S'il y a des Normands dans la salle. Sixième question. Si vous deviez investir à titre personnel, j'insiste sur le à titre personnel, pour ne pas avoir de biais par rapport à vos sociétés, vos marchés dans lesquels vous évoluez, achèteriez-vous dans les 12 prochains mois de l'immobilier à Paris, des actions à Wall Street, des bons du Trésor français? Septième question, si vous deviez investir, toujours à titre personnel, dans l'immobilier, imaginez que vous êtes convaincu que l'immobilier reste un bon placement, achèteriez-vous dans les 12 prochains mois un logement G ou F à Paris? Vous pouvez choisir qu'une seule réponse, au fait. Un bureau neuf, loué 9 ans ferme, en deuxième couronne parisienne, un entrepôt Amazon, un centre commercial d'Unibail, ou si vous n'avez pas les moyens, des actions d'Unibail. Et dernière question,
Et si c'était l'argent de votre belle-mère? A, la même chose. B, une Maserati, électrique évidemment, il faut s'adapter. C, des actions Orpea. Pensez à l'avenir, on ne sait jamais. Voilà, je vous propose qu'on puisse commenter un peu plus sérieusement peut-être les résultats après notre pause café. Mais avant la pause café, on a notre grande interview. Je remercie encore notre panel. On peut les applaudir et les raccompagner. Merci.